Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 17 janvier 2021. C'est toujours également un plaisir de vous retrouver en cette début de semaine. Dans les actualités de ce jour, pour commencer, page faits divers. Un Malagasy et un Arabe sont les cerveaux des exportations illicites d'or à Madagascar, selon le rapport fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice malagasy aujourd'hui. Les procédures sont en cours pour traduire ces personnes en justice. Lancé également que ces derniers ont encore essayé d'exporter 2 tonnes d'or concernant les 2 Malagasy pris en flagrant délit d'exportation illicite de 49 kilos d'or. Ils ont été également appréhendés en possession d'héroïne. Ils font l'objet d'enquêtes actuellement et seront jugés à Madagascar. Les détails avec Fadjessena Mireille et Yves Janel. Selon les enquêtes, 2 personnes, un Malagasy et un ressortissant arabe, sont derrière les affaires d'exportation illicite d'or à Madagascar. Les lieux où résident ces personnes sont déjà localisés et les procédures en vue de les traduire en justice sont en cours actuellement, selon le ministre de la Justice malagasy aujourd'hui. 3 pays sont également identifiés comme étant les pays où le réseau opère. Il s'agit de Madagascar, les Comores et Dubaï. On suspecte même des actes de terroristes derrière ce trafic. Concernant l'affaire des 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud et les 49 kilos saisis aux Comores, les faux documents qui les accompagnaient ont tous été réalisés au Mali. Une tentative d'exportation illicite de 2 tonnes d'or de Madagascar aurait été prévue par ces trafiquants selon les enquêtes effectuées. Par ailleurs, les accords judiciaires entre Madagascar et Comores ont permis l'extradition des ressortissants malagasy qui seront jugés à Madagascar. Des procédures sont déjà également en cours pour prouver que l'or saisi provient véritablement de Madagascar. Toujours dans ce cadre de la page faits divers, le ressortissant français de 36 ans qui a assassiné Juno Ramananarive, entrepreneur et secrétaire général de l'association UEM ou Union Émergence Madagascar à Yvan Pullman hier, a été immédiatement appréhendé par les éléments du commissariat d'Analamainti. Selon les informations, Loïc Larche et Juno Ramananarive se sont donné rendez-vous hier vers 17h30 pour régler un emprunt que le ressortissant français avait contracté pour une affaire de vanille. Néanmoins, la discussion se serait tendue quand ce dernier a déclaré ne pas avoir d'argent en sa possession. La situation s'est par la suite envenimée à tel point que le dénommé Loïc Large a poignardé son créancier en plein cœur. Selon les informations, ce dernier serait mort sur le coup. Dans un tout autre sujet, à présent, parlant santé, il est maintenant recommandé de faire une nouvelle dose ou une dose boost de vaccin contre le Covid-19 à Madagascar. Une recommandation décidée après consultation de l'Académie nationale de médecine à Madagascar ou ANAMEM. Cette nouvelle dose se fait toujours sur la base du volontariat. Certaines personnes ont déjà rejoint les centres de vaccination pour se faire administrer cette dose boost. Radramananzatouv, Andar Adonavil nous en disent plus. De nouvelles doses de vaccins sont administrées dans la plupart des pays étrangers actuellement. Il est également autorisé d'en administrer à ceux qui ont un schéma vaccinal complet. Cette autorisation fait suite à une recommandation de l'Académie nationale de médecine de Madagascar. Cette nouvelle dose, appelée aussi dose boost, ne peut être faite que 5 mois après la dernière dose de vaccin. Selon le schéma vaccinal sorti par le ministère de la Santé publique, une personne vaccinée du Janssen peut s'administrer une nouvelle dose de vaccin Pfizer. Celles qui sont fait vacciner de doses de Covishield et d'AstraZeneca, elles peuvent se faire administrer une 3e dose de ce type de vaccin ou encore se faire vacciner d'une nouvelle dose de vaccin Pfizer. Si la personne a été vaccinée de 2 doses de Pfizer, elle peut se faire vacciner d'une 3e dose de cette même sorte de vaccin. Aujourd'hui, des personnes sont déjà venues se faire administrer cette nouvelle dose, comme ici au centre de vaccination de Befelatanan. Selon les explications, chaque personne vaccinée devra se renseigner sur les vaccins déjà faits avant de s'administrer cette nouvelle dose de vaccin pour renforcer l'immunité. De nouvelles coordinations se feront également dans le centre de vaccination et les vaccinodromes pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner pour la première fois d'une part et les personnes qui vont se faire administrer une 3e dose de vaccin contre le Covid-19 d'autre part.
Parlant de la rentrée scolaire d'aujourd'hui, la plupart des élèves ont rejoint les bancs de l'école. Justement, aujourd'hui, ceux des établissements privés comme ceux de public. Les parents étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de la rentrée scolaire. Dans ce cadre, des dispositions spécifiques ont été prises au niveau des écoles, mis à part les gestes barrières afin d'y éviter la propagation du Covid. Malgré le report de la rentrée, le programme scolaire suit son cours normal d'après les directeurs d'école interviewés par nos journalistes aujourd'hui. Plus de détails dans ce reportage de Fitir Miarkofen sur les images d'Yves Janel. Nombreux ont été les parents à venir déposer leurs enfants à l'école ce jour à l'occasion de la rentrée scolaire du second trimestre. Une rentrée assez particulière étant donné le contexte sanitaire. La plupart des élèves étaient présents dans les établissements publics et privés d'après les directeurs d'école. Seuls 1 ou 2 élèves manquaient à l'appel d'après les enseignants. Chaque établissement scolaire s'est préparé à cette rentrée. Chacun a appliqué les mesures sanitaires conformément aux consignes du ministère de l'Éducation nationale. Si l'on ne cite que l'assainissement de l'école, la désinfection et la mise en place des dispositifs de lavage de mains. Mis à part cela, des mesures spécifiques ont également été mises en place, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid, d'après ce que l'on a pu constater ce jour. Lors de la rentrée, ainsi que lors de la récréation et du culte ont été alternés pour tous les niveaux afin d'éviter le rassemblement. Les élèves de leur côté connaissent déjà les règles à suivre au sein des établissements scolaires, notamment le port du masque, le lavage des mains, l'application des gels hydroalcooliques. En cas de symptômes, l'élève ne doit en aucun cas se présenter à l'école, mais rester à la maison et se faire soigner le plus rapidement possible, afin de ne pas transmettre le virus au reste de la classe, selon les consignes transmises par les responsables. Toujours dans cette page sociale, les travaux de réhabilitation des rues de la capitale débuteront cette année. Une réunion entre la commune urbaine d'Antananarivo, le ministère des Travaux publics et la région Analamang s'est déjà tenue dans ce cadre selon le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. Le gouverneur a également renforcé que les travaux de cette année 2022 du gouvernorat d'Analamang se focaliseront sur le secteur agricole et profiteront davantage aux paysans. Aniana Martina Enzarangienso. L'état délabré des rues de la capitale est un véritable cauchemar pour les usagers, surtout la portion passant par Intomadink qui a pourtant déjà fait l'objet d'une réhabilitation en 2019. Le gouverneur de la région Analamang a renforcé aujourd'hui que la commune urbaine d'Antananarivo, le ministère des Travaux publics et la région Analamang débuteront bientôt les travaux de réhabilitation de ces rues de la capitale. Par ailleurs, pour l'année 2021, la région Analamang a pu achever le pavage de toutes les rues qui devaient l'être grâce au financement de 2 milliards d'arrières de l'État. Les actions de la région Analamang pour cette année se focaliseront davantage sur l'appui aux paysans, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, selon toujours le gouverneur. Des infrastructures dans ce cadre, notamment des barrages pour l'irrigation des cultures, seront érigées. Certaines de ces infrastructures sont déjà en cours, selon toujours les explications. Dans la page sportive, 3 équipes se sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Après cette 2e journée de qualification de groupe, Cameroun, le pays hôte, le Maroc et le Nigeria se sont qualifiés. Lors de la 2e journée des qualifications de groupe hier, la Guinée équatoriale a vaincu l'Algérie, champion d'Afrique dans le groupe E sur le score de 1-0. Toujours dans le groupe E, le match Sierra Leone et Côte d'Ivoire s'est soldé sur un score de parité de 2 buts partout. Dans le groupe F, la Gambie et le Mali se sont également séparés sur un match nul de 1 but partout, tandis que la Tunisie vaincu la Mauritanie sur un large score de 4-0. À partir d'aujourd'hui, la CAN entre dans sa 3e match pour la qualification des groupes. Dans le groupe A, le Burkina Faso rencontrera l'Éthiopie et le Cap-Vert jouera contre le Cameroun.
Et puisqu'on a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations, coup de tonnerre justement à cette CAN 2022. L'Algérie a été battue dimanche par la modeste Guinée équatoriale, compliquant une éventuelle qualification en huitième de finale. Invincible depuis 35 matchs et champion d'Afrique en titre, les Algériens étaient pourtant favoris à leur propre succession et championne d'Afrique en titre s'est inclinée contre la modeste Guinée équatoriale, 114 au classement FIFA, ce qui complique la tâche pour une qualification justement en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. France 24 nous en dit plus. Un coup de tonnerre dans ce stade Japoma qui vient d'avoir lieu. La défaite donc du tenant du titre face à la 114e nation FIFA. Il y avait 85 places, il y a toujours 85 places d'écart entre la Guinée équatoriale et l'Algérie au classement FIFA. Et pourtant ce soir, ce sont bien les Équato-Guinéens qui créent la sensation de ce dimanche, sinon la sensation du premier tour. La Guinée équatoriale qui a joué avec ses valeurs, avec ses qualités. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tenir le ballon face aux Algériens. Elle a donc défendu tout au long des 90 minutes avec un bloc bas, mais en opérant en contre-attaque. Et à chaque fois, elle a réussi à porter le danger dans le camp algérien. Et ça a fini par payer, vous l'avez dit, à la 70e minute avec ce but d'Esteban Obiang. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les journalistes équato-guinéens, il y a eu des « vamos, vamos », ils en tremblaient même jusqu'à la fin de la partie. Évidemment, dans le camp algérien, la tête dans les mains, consternés ces journalistes algériens devant la prestation des hommes de Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien fou furieux sur son banc, dans sa zone technique. Il était intenable ce soir, Djamel Belmadi, devant le manque de réalisme de ses attaquants, car c'est vrai, l'Algérie a eu de nombreuses occasions et qu'elle n'a pas réussi à concrétiser. L'Algérie qui est donc en très très mauvaise posture en vue de la qualification en huitième de finale. Elle est dernière de son groupe avant la troisième journée. Et cette dernière journée, ce sera une opposition dans ce même stade Japoma ce jeudi face à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Toujours dans cette page internationale, de nombreuses familles attendaient aujourd'hui désespérément des nouvelles de leurs proches sur les îles de Tonga, coupées du monde depuis la puissante éruption volcanique de la semaine dernière qui a provoqué un tsunami dans le Pacifique. France 24 nous en dit plus. Cet avion militaire néo-zélandais doit déterminer l'étendue de la zone sinistrée par le volcan. L'éruption sous-marine samedi d'un volcan aux îles Tonga a été particulièrement violente. Une colonne de cendres de plus de 20 km de hauteur, captée par ces images satellites. L'unique câble de communication sous-marin de l'archipel a été sectionné par l'éruption. Depuis, les contacts sont presque impossibles. Le réseau Internet et téléphone ne devraient pas être rétablis avant 2 semaines minimum. Il y a énormément à faire. Les communications ont été très fortement touchées. Les secousses ont été ressenties un peu partout dans la région. En Nouvelle-Zélande, des familles sont toujours dans l'attente de leurs proches vivant dans l'archipel des Tonga. Cette femme était en ligne avec l'un d'eux lorsque la communication a été brusquement coupée. C'est vraiment triste, on ne peut pas savoir s'ils vont bien. D'après la Croix-Rouge, l'éruption aurait déjà fait plus de 80 000 sinistrés. L'Australie et la Nouvelle-Zélande se préparent à envoyer une aide humanitaire sur place. Nous savons déjà qu'il y aura un besoin urgent d'eau potable à cause des retombées des cendres volcaniques. Celles-ci vont causer de sérieux problèmes pour l'approvisionnement puisqu'aux îles Tonga, la plupart de l'eau potable provient de l'eau de pluie. L'éruption très violente a été entendue à plus de 10 000 km jusqu'en Alaska, de l'autre côté du Pacifique. Au Pérou, 2 femmes sont mortes noyées après qu'un tsunami a déferlé sur les côtes. Les premières victimes officielles de l'éruption. Et à moins de 3 semaines des Jeux olympiques de Pékin, plusieurs villes chinoises sont touchées par des foyers épidémiques d'une ampleur limitée. Ils mettent toutefois à rude épreuve la stratégie zéro Covid de la Chine actuellement. France 24.
Notamment à Pékin, où une course contre la montre est lancée. Plus que jamais, les autorités gardent le cap de la politique zéro Covid. Elles veulent contrôler le virus le plus vite possible avant les JO d'hiver. C'est dans 19 jours exactement. Pour l'instant, officiellement, un seul cas Omicron a été détecté à Pékin. Il s'agit d'une femme qui n'avait pas quitté la capitale depuis 15 jours. Il est donc probable que le virus ait déjà commencé à se propager dans la ville. En réponse, sa résidence a été mise sous cloche. Elle se trouve dans le district de Haidian, où 7 hôtels se préparent à accueillir les participants au jeu. D'après les médias officiels, 13 000 personnes ont été testées en moins de 48 heures et tous les résultats sont négatifs pour l'instant. Mais Pékin reste sur le qui-vive. Des sites touristiques ont été fermés au public, dont certaines parties de la Grande Muraille de Chine. Ce n'est pas encore obligatoire, mais les habitants sont appelés à ne pas quitter la ville. Pour entrer dans Pékin, il faut présenter un test PCR de moins de 48 heures, se refaire tester 3 jours plus tard et une quarantaine est même obligatoire pour ceux qui viennent des zones à risque. Et les zones à risque, vous l'avez dit, elles se multiplient sur le territoire. À l'heure actuelle, plus de 20 millions de personnes sont confinées en Chine. Omicron a été repéré dans environ 5 provinces chinoises, dont la ville de Shenzhen au sud du pays et quelques cas à Shanghai. Alors les Jeux Olympiques approchent, mais également le Nouvel An chinois. C'est le 1er février. En temps normal, 2 semaines avant et 2 semaines après cette date, c'est l'époque des plus grandes migrations au monde. Des centaines de millions de Chinois se déplacent aux 4 coins du pays pour le fêter en famille. Cette année, les voyages entre les provinces sont fortement déconseillés, voire même interdits pour les zones à risque. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.